go, you lovely bastards. Even though I don't love you. Play it smart today, you won't look a cunt tomorrow. But you want me anyway. Cock-a-doodle-doo. Go to the OG. You can't make a tomlet without breaking some Gregs. No offense. Hey. Fuck off. What am I gonna do with a soul anyways? I am the eldest son. Sandy's the angriest fucking vegetable. Call me. My number one boy. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de PIC TV, le podcast où l'on fait du journalisme, on prend des citations et on botte des culs. En débriefant la nouvelle saison de Succession. Je suis Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve ma disgusting sister, Marie Telling. Salut Anaïs. Aujourd'hui, on vous parle d'un épisode de télé qui a fait beaucoup de bruit, le 3e épisode de cette ultime saison de Succession. Cette semaine, la série rebat les cartes de manière très très intéressante. Si vous n'avez pas envie d'être spoilé, évidemment, revenez nous écouter plus tard. Ce 3e épisode était tellement attendu que HBO n'a pas voulu nous l'envoyer en avance. C'est pour ça que l'épisode sort un peu plus tard que d'habitude. Ce qui nous donnait déjà quelques petits indices sur ce qu'on allait trouver à l'intérieur. Je pense qu'il n'y avait pas besoin d'être Sherlock Holmes pour comprendre où on allait aller. Marie, est-ce que tu peux nous résumer l'épisode 3, le mariage de Connor, en 30 secondes ? Logan meurt. Logan meurt. On peut le faire en 2 secondes. Voilà, Logan meurt alors qu'il est dans un avion au lieu d'être au mariage de son propre fils pour aller en Suède parler à Alexander Skarsgård. Il a, je présume, une crise cardiaque. On ne sait pas trop, mais en tout cas, ses enfants l'apprennent par téléphone alors qu'ils sont au mariage de Connor et tout l'épisode se concentre sur cette annonce et sur ses conséquences directes dans les heures qui suivent. Bon, on l'a compris, Anaïs, tu n'as pas été très surprise par cet épisode ? Non, pas trop. Enfin, en fait, j'ai tout de suite été hyper énervée en voyant l'épisode. On s'est appelé tout de suite après et j'étais de très mauvaise humeur. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais honnêtement, c'est une expérience que je trouve toujours très désagréable avec les grosses sorties comme Game of Thrones ou Succession. Certains avaient eu accès aux 4 premiers épisodes et avaient dit en ligne que l'épisode 3 allait être vraiment très choquant. Et nous, tous ne l'avaient pas dit, mais certains l'avaient dit. Non, voilà, il y a quand même eu plusieurs tweets sur le sujet et on avait aussi lu toutes les deux des critiques de la saison qui, honnêtement, laissaient un petit peu penser ça parce qu'elle disait que la série prenait des risques qu'elle n'avait jamais pris auparavant et tuer un des personnages principaux tôt dans la saison, c'est un des trucs les plus risqués qu'on puisse faire. Et quand en plus on a appris qu'on n'allait pas avoir l'épisode 3 alors qu'on allait avoir a priori les autres, on s'est dit, bon, clairement, il se passe quand même un truc majeur dans cet épisode et ils ont très, 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 très peur qu'il y ait une fuite. Donc, je m'attendais à la mort de Logan. On en avait même parlé toutes les deux au début de l'enregistrement de ce podcast, je crois dans le premier épisode, en disant qu'on pensait toutes les deux que Logan allait mourir assez vite. En fait, à partir du moment où la mort de Logan s'est enclenchée dans l'épisode, j'ai tout de suite été un petit peu frustrée parce que je me suis dit, c'est exactement ce que j'imaginais qui allait se passer et j'étais un peu plus focalisée sur ça que ce qui était en train de se passer dans l'épisode. Et donc, ça m'a un petit peu sorti du truc de me dire, franchement, est-ce que les gens étaient vraiment obligés de dire, vous allez voir l'épisode 3, vraiment regardez l'épisode 3, c'est hyper important. Ça m'avait tout de suite créé des attentes que j'aurais préféré ne pas avoir, surtout qu'après, les critiques de l'épisode que je lisais axaient tout sur le choc et la stupeur et la surprise. Et je trouve que l'épisode est excellent, mais c'est pas du tout des émotions que j'ai ressenties devant, donc je me disais c'est un peu dommage parce que moi c'est pas ça qui a compté pour moi, quoi. Toi, t'as été surprise ? Quand on n'a pas eu l'épisode, on s'est tout de suite dit Logan meurt sûrement, mais en même temps je voulais pas y croire et je me disais c'est quand même très tôt dans la saison. Je pensais que c'était peut-être un autre rebondissement qui allait se dérouler, donc j'ai quand même eu un peu la surprise et surtout, en fait, on va parler de la scène où ils apprennent la mort, la façon dont la série le joue. En fait, on ne voit pas l'accident de Logan, on ne le voit pas mourir, on a juste un coup de fil de Tom qui annonce aux enfants que Logan est très très malade. Et ma première pensée sur le coup, et je sais que je ne suis pas la seule parce que j'en ai parlé à des collègues aujourd'hui, ça a été de me dire, est-ce qu'il leur joue un tour, quoi ? Est-ce qu'il les manipule ? Est-ce qu'il essaie quelque chose ? Avec l'aval de Logan. Bon, ça a duré que 30 secondes parce qu'après, je me suis tout de suite dit non, c'est beaucoup trop cruel et c'est logique que la série aille là. Mais j'ai quand même eu ce sentiment de surprise et surtout, en fait, même si j'étais pas choquée par cette décision de la série parce qu'on s'y attendait, pour moi, ça a très très bien fonctionné.
J'ai pleuré énormément. Pour moi, c'est un excellent épisode et j'ai été complètement conquise. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que je suis allée sur Twitter dès le matin. J'ai vu l'épisode, en fait, dès 8h du mat parce que je me suis dit, en fait, ça va pas être possible. Je vais pas tenir. Je voyais déjà des tweets qui circulaient, qui étaient à moitié des spoilers et j'ai voulu m'éviter ça. Mais franchement, les gens qui voient, même les gens qui ont vu l'épisode directement, retenez-vous 48 heures, quoi. Et je suis pas une nazie des spoilers, honnêtement. Au contraire, j'ai tendance à les chercher parfois moi-même, mais un peu de respect pour les gens qui ont envie d'être surpris, quoi. Et ouais, honnêtement, moi, je trouve que c'est un très bon épisode, mais je me suis sentie un peu en décalage avec l'engouement très, très, très puissant qu'il y a eu aussi après, où c'était tout de suite le meilleur épisode de l'histoire de la télévision. T'as fait un est-ce qu'on tweet. peut se calmer un petit peu? T'as fait un tweet en disant que la banque des superlatifs avait été Cambriolée. cambriolée. Oui. Oui, c'est ça. Enfin, franchement, j'étais là, il faut vraiment se calmer, quoi. Enfin, je suis d'accord, c'est un très bon épisode, mais en fait, j'ai quand même l'impression que tous les 3 mois, il y a le nouveau meilleur épisode de télévision qui sort. C'est comme quand l'épisode 3 de The Last of Us est sorti, où d'un coup, c'était le meilleur épisode. Il y a un peu ce phénomène sur Twitter à chaque gros épisode. Mais pour moi, quand même, vu le phénomène qu'est Succession depuis des années, vu la place du personnage de Logan et vu l'exécution qui, pour moi, était impeccable, peut-être qu'après le déroulé de la façon dont ils ont diffusé l'épisode à certains journalistes et pas d'autres, ça, c'était un problème. Mais vu l'épisode en lui-même, j'ai quand même été conquise complètement. Et pour moi, ça restera un des plus grands moments de télé que j'ai vécu ces dernières années, quoi. Ah ouais? Ouais. Pas moi. Non, enfin, pour moi, je trouve que c'est un très bon épisode, mais je pense même pas que c'est le meilleur épisode de Succession, par exemple. Par rapport à d'autres que j'ai vus, je l'ai trouvé très bon et je pense qu'il est quand même dans le top, dans le haut du panier. Et par contre, j'ai des bémols. Enfin, j'ai pas été à 100% conquise. Il y a 2-3 trucs qui m'ont sorti de l'épisode au moment où j'étais en train de le regarder. Mais c'est vrai que j'ai quand même été très émue et c'est d'une très, très grande maîtrise. Ce qui m'a surprise, c'est que j'ai lu par-ci par-là que l'épisode faisait l'impasse sur l'humour et que c'était vraiment un épisode 100% dramatique, contrairement au reste des épisodes de Succession. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai ri à plusieurs moments. Déjà, jusqu'à l'annonce de la mort, il y a quand même beaucoup de moments qui sont drôles, parfois de façon très sombre, mais qu'ils sont quand même. Et même au moment de l'annonce de la mort, en fait, il y a plusieurs moments. Par exemple, sur le déni de Roman, tu ris noir et c'est un rire un peu cruel, mais en même temps, il y a des moments qui sont quand même assez marrants. Et je pense que ma citation préférée, je la garde pour la fin, mais c'est un moment qui est dans la réaction des personnages et qui m'a fait beaucoup rire au milieu des larmes, quoi. Donc pour moi, il y a quand même toujours beaucoup d'humour. Moi, j'ai pas énormément pleuré. Et surtout, enfin, j'ai pleuré qu'à la fin. Et du coup, pendant toute la partie qui, je pense, toi, t'as beaucoup ému, par contre, je trouvais ça très drôle. Il y avait beaucoup de moments qui me faisaient beaucoup rire. Alors, j'ai pas ri aux éclats comme devant d'autres épisodes de Succession, mais il y avait vraiment plein de moments qui, pour moi, fonctionnaient plus sur le ton de la comédie. Et je pense que c'est le brio de la série. C'est-à-dire que je pense vraiment que si on le regardait ensemble, il y a des moments qui, toi, vont t'émouvoir, qui, moi, m'ont fait rire parce que je le voyais plus comme... Enfin, c'est quand même des personnages qui sont extrêmement antipathiques et donc même les voir souffrir me fait rire d'une certaine manière, même dans des moments qui peuvent être pleins de pathos. Et ouais, moi, j'ai trouvé ça quand même très divertissant. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'en parlais à un collègue et justement, je disais que Logan allait me manquer. Il était là, mais c'est fou que les gens disent ça parce que c'est quand même un personnage horrible. Ouais. Mais en fait, c'est un personnage horrible, mais il va me manquer parce que c'est un personnage horrible qui est horriblement délicieux à regarder. Mais aussi, je m'étais attachée à Logan quand même, malgré son côté monstrueux. Et pour le coup, les 3 enfants et le 4e, on inclut Connor pour être sympa, moi, m'émeuvent beaucoup. Et je les trouve, c'est des personnages tragicomiques, mais j'ai énormément d'empathie pour eux. Malgré tout, ils sont tellement en manque d'amour et en manque de reconnaissance, et c'est tellement évident dans cet épisode aussi, leur très grande solitude et le trauma que leur père leur a infligé, que tout ça, dans cet épisode, je trouvais que c'était très bien montré et ça m'a beaucoup émue. Le truc qui m'émeut dans l'épisode, c'est la douleur des enfants et surtout leur solidarité. Et je pense que c'est là où l'épisode m'a surprise. Si tu m'avais demandé de prédire à l'avance ce qui allait se passer au moment de la mort de Logan, j'aurais peut-être dit qu'ils allaient très rapidement se déchirer ou que je pense que ça va arriver. Mais... Sans doute. Mais là, dans l'immédiat, c'est pas ce qui se produit. Et ça, je trouve que c'est surprenant. Il y a plein de très beaux moments de solidarité et d'amour fraternel dans l'épisode qui m'ont un peu prise de court. Et ça, j'ai trouvé que c'était très réussi. Par contre, je pense que ça doit être ça, honnêtement, la clé de la différence de réception entre toi et moi, c'est que moi, Logan, je me suis jamais attachée à lui. C'est un excellent personnage, mais on en avait déjà parlé dans l'épisode 1 où tu avais été émue par son truc au diner et tout.
Moi, ça n'a jamais été le cas et j'ai jamais considéré que c'était le personnage principal de la série, contrairement à ce qui a été écrit depuis sa mort dans la série. Et ça n'a jamais été la raison pour laquelle je regardais la série. Et donc, le fait qu'il meure, c'est audacieux, très audacieux d'un point de vue scénaristique de le tuer au début de la saison. Mais je m'en fiche un peu. Enfin, en termes d'émotion, ça m'atteint pas. Pour moi, c'est pas le personnage principal de la série, mais c'est le personnage le plus fondamental de la série parce Oui, que bien tout sûr. vient de lui. Et en fait, toutes leurs réactions à eux sont déterminées par lui. Donc, le fait qu'ils partent maintenant, ça rebat les cartes complètement. Je pense pas que la différence d'émotion, ce soit là que ça se joue, parce que j'étais pas émue par le fait qu'il meure, j'étais vraiment émue par la réaction des enfants, pour le coup, et par ce qu'ils vivaient. Et sur le côté solidarité frères et sœurs, c'est marrant, moi, ça m'a moins surprise, parce que je trouvais que, par exemple, ça avait été pas mal établi dans le final de la saison 3, t'as déjà ce moment-là, et ils sont toujours à se tirer dans les pattes et à être en concurrence les uns avec les autres pour l'affection de leur père. Mais dans les moments où ils ont toujours de la solidarité, c'est soit quand ils sont tous martyrisés par leur père ensemble, soit quand ils sont dans une adversité. Et là, l'adversité ultime, c'est de perdre leur père. Donc, ils traversent quelque chose de très similaire en même temps. Mais ceci dit, la fin de l'épisode, les trois se séparent physiquement. Et pour moi, ça marque le début de quelque chose d'autre où, à mon avis, on va voir beaucoup plus de division et de rivalité entre eux, quoi. On est d'accord que le mariage de Connor et Willa a l'air absolument affreux. Oui. Enfin, en termes de look, de direction artistique. Ah bah c'est horrible. Sur le bateau, ils sont sur un ferry, quoi. Enfin, ouais. C'est horrible. Mais d'ailleurs, elle le dit à sa mère. Elle a dit, c'est pas ce que j'avais prévu. Ouais, voilà, c'est atroce. C'est horrible. C'est vraiment, c'est pas un beau mariage. Après, la toute fin, quand on voit là où ils allaient vraiment se marier, c'est beau. Mais vraiment, le cadre de la réception, non, ça m'a rappelé des sorties avec Columbia à l'époque pour la sortie de fin d'année avant la remise des diplômes. On avait eu le droit à une croisière sur l'Hudson, sur un bateau comme ça. C'était déprimant possible. Enfin, c'était pas déprimant, c'était fun à l'époque, mais on était tous bourrés et ça m'a fait penser à ce cadre-là. C'est un truc d'étudiant ou d'enterrement de vie de jeune fille, pas de mariage, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, surtout, moi, je me suis dit, ça ressemble à plein d'événements auxquels je me suis rendue. Et donc, par définition, ça ne devrait pas être dans Succession, puisque leur richesse est censée être tellement indécente qu'on n'aura jamais accès à ce niveau-là. Tu sens aussi que Connor, il veut économiser pour se payer son pourcent, quoi. Ouais, non, mais c'est le mariage de Connor, donc le fait qu'il n'y ait pas un goût très développé, ça me choque pas non plus. Ceci dit, elle a une belle maison quand même à Santa Fe, là. Mais moi, ce qui me fait marrer, c'est que la coiffure de Shiv est en adéquation avec le look de ce mariage, parce qu'elle a quand même un chignon pour aller au yoga, quoi. Même moi, je sors pas dans la rue avec une coiffure comme ça. J'étais choquée qu'elle aille comme ça, et j'ai vu qu'il y avait des tweets sur le sujet, mais moi, pendant tout l'épisode, j'étais, mais c'est pas possible, elle allait pas aller voir un coiffeur avant le mariage de son frère. Et il y avait un tweet qui disait que ça montrait à quel point elle estimait son frère et cette occasion, et c'est vraiment ça, quoi. Anatomie d'une scène, anatomie d'une scène, anatomie d'une scène. Je sais que vous êtes très impatients de savoir quels sont nos power rankings pour l'épisode, mais avant ça, on va évidemment passer à l'anatomie d'une scène et parler en détail d'une certaine scène de cet épisode. Je me demande laquelle. Il ne pouvait y en avoir qu'une, c'est la scène du coup de fil, évidemment, qui est une scène très longue, qui est au milieu de l'épisode, vraiment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vit la mort de Logan, en fait, à distance, à travers d'abord les 3 enfants autour du téléphone. D'abord les 2, en fait, c'est Roman et Ken. Il y a eu une vidéo sur le making-of de la scène, je ne sais pas si tu l'as vu, avec le réalisateur qui en parlait. Le réalisateur, c'est Mark Mylod, qui a récemment réalisé The Menu, qu'on a vu ensemble au cinéma. Qui était un réalisateur de Game of Thrones abonné. Et qui est producteur exécutif sur Succession, donc il a déjà réalisé pas mal d'épisodes. Cette scène, qui dure 27 minutes, c'était une scène de 28 pages dans le script, ce qui est énorme. Et ils l'ont filmée en une prise, comme une pièce de théâtre, en fait. Ils ont filmé d'abord des morceaux sur une semaine, mais ils ont fait une prise en entière aussi pour avoir la scène en entier. Ils filment en pellicule, et comme normalement il doit y avoir une recharge de pellicule toutes les 10 minutes, ils avaient caché un 3e caméraman, alors que d'habitude ils ont que 2 caméras. Là, ils en avaient caché un 3e pour qu'il y ait toujours un caméraman qui puisse recharger sa pellicule très très vite, pour qu'il y ait toujours une caméra qui tourne. Et ils avaient caché des rouleaux de pellicule en fait partout sur le plateau pour pouvoir le faire très rapidement. Et donc, les acteurs ont vraiment joué ça d'une traite. Une grande majorité de la scène, apparemment, a été gardée de cette scène filmée d'un trait en une journée. Les créateurs de la série, ils ont fait le choix de faire apprendre la mort de Logan aux enfants, qu'on ne voit pas l'accident, nous, les téléspectateurs de Logan non plus, et qu'on soit mis dans leur peau à eux, alors qu'ils apprennent la mort de leur père.
D'abord, ils apprennent pas vraiment la mort de leur père parce que qu'est-ce qui se passe? Tom essaie d'appeler Shiv 2 fois. Elle lui raccroche au nez parce qu'elle n'a pas envie de lui parler. Et alors que Shiv part pour aller dire à Connor que son père ne va pas venir parce qu'il préfère faire un voyage d'affaires plutôt que de se rendre au mariage de son fils, Roman reçoit un coup de fil de Tom qui lui dit tout de suite « Hey, Roman. Yeah. Hey, your dad is very sick. He's very, very sick. What? ton père est très très malade, ça ne va pas du tout. » Et ce qui est marrant, c'est qu'ils aient choisi Tom quand même pour donner cette nouvelle, parce que Tom est la personne qui ne sait pas dire la vérité à qui que ce soit, parce qu'il ne veut blesser absolument personne. Ouais. Donc Tom trouve toutes les contorsions possibles pour dire que leur père est mourant, ou en train de mourir, voire déjà mort, mais il leur dit « Non, mais ça va pas très bien, non, il est pas OK, il est vraiment pas OK ». Et en fait, toute cette scène, c'est Ken et Roman qui sont autour du téléphone, qui essaient de comprendre ce qui se passe, qui lui posent plein de questions, qui essaient d'avoir aussi une sensation de contrôle, alors qu'ils en ont absolument aucune sur ce qui est en train de se passer et ce qu'on leur dit. On voit de temps en temps Tom qui leur parle dans l'avion. On ne voit pas Logan. On voit parfois la personne qui lui fait un massage cardiaque. Et Tom suggère à Ken et à Roman de parler à leur père. Donc, il tient le téléphone à côté de l'oreille de Logan alors qu'il est en train de mourir ou qu'il est déjà mort. C'est Roman le premier qui s'y colle et qui dit à son père « J'espère que tu es OK, ça va aller, parce que tu es un monstre. » And you're gonna win, because you just win, and you're a good man, you're a good dad. You're a very, very good dad. You did a good job. Tu vas gagner, t'es un bon père, t'as été un bon père, t'as fait un bon travail. Et là, d'un coup, il dit « Non, désolé, je peux vraiment pas faire ça ». Et il refile le téléphone à Ken, qui lui est un tout petit peu plus éloquent, qui dit à son père qu'il l'aime, que ses enfants l'aiment, et qui lui dit quand même I do, I love you, okay? Even though you fuck it, I don't know. I can't forgive you. Ouais, je t'aime vraiment, même si, je peux pas te pardonner, mais ça va, je t'aime. Et ensuite, la scène se poursuit. Ils pensent enfin, parce que Tom leur rappelle, à aller chercher Shiv, qui donc est dans une autre pièce. Et là, il y a un moment que moi, j'ai trouvé très émouvant, où Ken va chercher Shiv alors qu'elle est en train de parler à du monde dans la réception. Ken essaie d'apparaître normal, l'appelle Shivy Honey. On l'a jamais vu lui parler comme ça, donc elle comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle lui dit « Est-ce que c'est maman ?» Et il commence à lui expliquer. Et au moment où, en fait, elle rentre dans la pièce et elle va pour prendre le téléphone, on lui dit qu'il est parti. Roman lui dit il pense qu'il est déjà parti. Et elle s'effondre en larmes. Et moi, j'avoue que c'est là où ça m'a brisé, quoi. J'ai trouvé l'interprétation de Sarah Snook absolument incroyable. Elle commence à parler à son père alors qu'il est sûrement déjà mort. Et elle lui dit un peu la même chose que Ken lui a dit. C'est-à-dire qu'elle lui dit que ça va aller, alors que bon, il est déjà mort. Elle commence par lui dire qu'elle l'aime. Et elle lui dit « Je t'aime, espèce de putain ». Et après, elle dit « Non, mais il n'y a aucune excuse, il n'y a aucune excuse ». Vraiment, c'est une succession de déclarations d'amour glauquissime. C'est vrai. Moi, ce que j'ai trouvé émouvant, c'est Shiv est en sanglots et Roman lui fait un espèce de demi-câlin, en même temps un peu awkward, parce qu'ils savent vraiment pas comment exprimer leurs émotions. Et là, Ken, la façon dont il essaie de reprendre le contrôle sur la situation, c'est qu'il veut d'abord parler au pilote de l'avion pour voir ce qui va se passer. Après, il appelle sa secrétaire et il lui dit « Je veux que tu me trouves le meilleur médecin du monde spécialisé dans la médecine dans des avions ». Et il y a ce moment, en fait, où il est sur le devant du bateau en train d'essayer de trouver une solution, parce que c'est quand même des gens qui ont toujours les moyens financiers et matériels de régler des problèmes et qui, d'un coup, se retrouvent complètement démunis, isolés, dans un bateau qui est en train de partir du quai, alors que leur père est dans un avion en train de mourir, quoi. Moi, ce que je trouve très intéressant dans la scène, surtout du côté de l'avion, c'est qu'ils ont quand même cassé beaucoup de conventions de la télé classique. Déjà, le fait de tuer un personnage, non seulement au début de la saison, mais en plus au début de l'épisode, c'est vrai que c'est très audacieux. Et en plus de ça, une des règles les plus connues de la télé, c'est qu'une personne n'est pas morte à moins qu'on la voie mourir et qu'on la montre morte. Qu'on voit vraiment le cadavre en gros plan. Et parfois, même dans ces cas-là, la personne ressuscite quand même, comme dans Game of Thrones. Donc, il y a une vraie décence dans la manière dont ils choisissent de montrer Logan. Je trouve que c'est le choix le plus osé de l'épisode. Et c'est vrai que ça nous place... Enfin, c'est censé nous placer dans un doute qui est le même que celui des enfants. Bon, moi, clairement, c'est vrai que dès le départ, je me suis dit, il est mort. Et je pensais même pas qu'il était capable d'entendre ce qu'ils étaient en train de dire au téléphone. Moi non plus. Voilà. Mais c'est intéressant qu'il
qu'il y a un doute là-dessus. On saura jamais quels ont été vraiment les derniers mots qu'ils ont échangés. Il y a même le message vocal que Roman a laissé à son père. On ne sait pas s'il l'a écouté ou pas, et on saura jamais. Et Roman On ne sait pas si on saura jamais. On ne sait pas si on saura jamais, mais moi je pense que pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est que Roman est rongé par ça. Oui. Et là encore, nous aussi, on est plongé dans la même incertitude que les enfants. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Après, moi, ce qui m'a tout de suite sorti de la scène, et je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, c'est justement le moment où le coup de fil commence, où j'avoue que là, même en revoyant l'épisode, j'y crois pas trop. Enfin, je vois en fait le côté un petit peu théâtral, je pense, qui a été voulu par la mise en scène à ce moment-là, et le fait qu'ils ont décidé d'aller dans une progression, même dans la manière dont ils l'ont filmé. Mais quand je vois juste Roman et Ken autour du téléphone, je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas pour moi. Et après, quand Shiv... je les vois jouer, en fait. Je sors de mon statut de téléspectatrice. Je ne suis pas absorbée par ce qui est en train de se passer à l'écran. Je vois Jeremy Strong et Kieran Culkin en train de jouer à « je suis en train d'apprendre que mon père est mort ». J'ai du mal à dire pourquoi, mais je pense que c'est justement la manière dont cette scène a été filmée qui peut-être m'a un petit peu sorti du truc. La manière dont Sarah Snook a choisi de le jouer à ce moment-là, j'ai pas trop cru non plus. J'ai pas été très émue. Je pense que j'attendais une réaction différente et c'est pas du tout une bonne manière de critiquer une œuvre ou une performance parce qu'ils font les choix qu'ils veulent. Mais ce choix-là n'a pas fonctionné sur moi. Je pense que je m'attendais soit à ce qu'elle s'énerve, comme on la voit souvent dans des moments de faiblesse et de vulnérabilité, soit à ce qu'elle pleure beaucoup plus. Je trouve qu'elle joue très très bien cet effet coup de poing dans le ventre, ce côté genre t'as le souffle coupé parce que tu viens d'entendre quoi, et que t'y crois pas, et t'as un côté genre de dissociation mais en même temps de choc total. Moi ça m'a rappelé des souvenirs personnels ou des choses comme ça, ou d'apprendre une mort au téléphone ou des choses comme ça. Il y a quelque chose où ça m'a tout de suite mis dans ce moment et ça m'a bouleversée. Et c'est là où je m'en suis pratiquement pas rendu compte en le regardant, mais j'étais en sanglots en la voyant réagir comme ça, parce que ça m'a vraiment évoqué quelque chose de très très viscéral et de très vrai en fait, et de très juste. J'ai été plus touchée par les performances de Kieran Culkin dans le moment que tu as décrit, où il est au téléphone et où il se relève et il dit non, je peux pas. Enfin, je l'ai trouvé exceptionnel. Pour moi, la scène qu'il partage avec Jerry, pour le coup, c'est vraiment celle qui m'a brisée quand il lui dit « je suis triste » et qu'elle refuse de lui accorder la moindre compassion. J'ai trouvé ça très dur. Et la réaction de Jeremy Strong, enfin les choix qu'il a fait, ça m'a beaucoup plus parlé. Je pense que c'est effectivement peut-être des réponses émotionnelles que j'ai plus eues dans des moments comme ça. Et donc, je me suis plus projetée dans celle-là, alors que la performance de Sarah Snook, je trouve que c'est une excellente actrice. Je suis pas du tout en train de dire qu'elle joue mal, mais c'est vraiment pas le moment de l'épisode qui m'a le plus frappée. C'est marrant parce que Kieran Culkin, moi aussi, quand il a le moment justement où il dit je peux pas, ça m'a complètement bouleversée. Et le moment avec Jerry, j'ai eu un débat hier avec une amie à nous qui disait qu'elle comprenait pas du tout cette scène comme ça avec Jerry. Elle pensait qu'il voulait la sortir juste de la pièce. Et j'étais non, il veut qu'elle sorte de la pièce parce qu'il doit passer un coup de fil à Madsen. Ouais. Mais tout de suite après, il lui dit je suis très triste maintenant, et il cherche du réconfort dans une figure qui est un peu une figure à la fois de maîtresse et de maman pour lui. Et il cherche un peu de réconfort et de compassion de sa part, et il le trouve pas du tout. Et je trouve qu'en fait, son jeu à ce moment-là, il est tellement vulnérable et pathétique, au sens original du terme, que ça m'a aussi bouleversée, quoi. Fuck off. 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 C'est parti pour notre grand classement des personnages de Succession. Qui a un stock en hausse, qui a un stock en baisse? Bon, cette semaine, disons qu'il y en a un qui est même 6 pieds sous terre, sur le point de l'être. La semaine dernière, Logan se maintenait assez haut sur le podium, aux côtés de Tom, qui tirait vraiment son épingle du jeu, tandis que Kerry et Shiv faisaient partie des plus gros losers. On va voir où on en est cette semaine. On va commencer par les losers. Marie, qui est ton avant-dernier loser cette semaine? C'est Kerry. Kerry, Chuckles the Clown, comme la surnomme Carl. Kerry qui vient de perdre son porte-monnaie. Son amant aussi, mais bon, ça, je pense que ça la perturbe un peu moins. Qui vient de perdre aussi sa porte d'entrée vers le succès et tout le reste, et la fortune. Et qui, en plus, a une réaction que moi, je peux comprendre parce que j'ai ri à beaucoup d'enterrements. J'ai tendance à rire nerveusement aux enterrements parce que ça arrive. Enfin, c'est les nerfs, quoi. Mais en fait, sa réaction quand après la mort de Logan, quand elle est encore dans l'avion et qu'elle se retrouve face à toute la garde rapprochée, elle rigole et elle dit « Waouh, c'était chelou, hein, waouh, c'était ouf quand même ce qui vient de se passer ».
et elle peut pas s'empêcher de rire. Là où c'est vraiment une loser, c'est que non seulement donc elle a perdu Logan, mais elle est tout de suite écartée par la garde rapprochée qui ne veut pas du tout l'inclure dans les préparatifs de l'après. Et même, elle est soupçonnée d'avoir fait fuiter des informations à une journaliste. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment le ou la journaliste a eu l'info, mais tout de suite, dans la liste des possibilités, c'est Kerry. Ouais. Donc, on sent que sa cote, je pense qu'elle ne va pas remonter avant la fin de la saison, quoi. Et toi, c'est qui ton avant-dernier ? La coiffure de Shiv. J'ai failli la mettre dans mes perdants aussi. Ouais. Je pense que clairement, pour quelqu'un qui est aussi riche, avoir le pire chignon jamais constitué, c'est vraiment compliqué. Et ton plus grand loser ? C'est Roman. À partir du moment où ce que tu as dit quelques secondes avant d'apprendre la mort de ton père, c'était « Hello, fucky sucky brigade », c'est vraiment chaud. D'ailleurs, il s'en souvient après, il sait exactement les mots qu'il a utilisés, quoi. C'est vraiment un truc qui va le hanter pendant très longtemps et il y a juste une succession de scènes pour lui dans cet épisode, que ce soit le coup de fil, que ce soit ce moment-là, que ce soit Son père est très abusif avec lui au début, c'est le dernier truc qu'on voit Logan faire quand même en étant conscient, c'est être extrêmement abusif et manipulateur avec Roman au téléphone et le menacer dès que Roman exprime un doute quant au licenciement de Jerry. Donc c'est juste très très douloureux de voir Roman dans cet épisode et clairement c'est lui qui est au plus bas. À part peut-être ton plus gros loser, si ce n'est pas le même. C'est Logan. Il est mort, quoi. Pour moi, Logan, même en étant mort, il reste quand même très élevé dans la compétition. C'est vrai. Mais il est mort. Il n'y a plus rien après. Selon les croyances, il y a peut-être, mais là, dans la série, il n'y a plus rien. Moi, je suis sûre qu'il va arriver dans l'au-delà et qu'il va commencer à manipuler tout le monde et à niquer tout le monde. C'est possible. Mais d'ailleurs, je pense qu'il va continuer à être une influence énorme et manipulatrice auprès de ses enfants après sa disparition. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, je suis désolée, mais c'est du pouvoir. C'est du pouvoir, c'est sûr. Mais il a plus de pouvoir d'agir directement. Non, c'est sûr. Parce qu'il ne respire plus. Hey, get out of jail free card. Another one. On passe au top 2, au winner de cet épisode. C'est qui ton numéro 2 ? Mon numéro 2, c'est Jerry, qui déjà porte un sublime chapeau dans cet épisode, qui est méga canon. Elle est quand même virée au début de l'épisode. Et grâce à la mort de Logan, elle revient dans le game au dernier moment. C'est vrai. Et elle fait partie des plus puissants. Elle est même au-dessus des enfants en termes de pouvoir décisionnaire à la fin de l'épisode. Donc, juste good game. Et en plus, elle est très, très bonne en termes de manière, on va dire. Quand elle arrive dans la salle où sont rassemblés tous les enfants, c'est la seule de l'épisode à montrer un petit peu de compassion en ouvrant la porte et en disant « Je suis vraiment désolée, toutes mes condoléances » avant de parler business, alors que tous les autres, ils disent rien. Mais par contre, quand elle se retrouve seule, nez à nez avec Roman, là, elle n'a plus aucune émotion. Elle est incroyable. Je l'adore. C'est qui, toi, ta numéro 2 ? Ma numéro 2, c'est Carolina, qui est juste dans la maîtrise totale de ce qui se passe, avec une froideur et une maîtrise qui est absolument remarquable. Donc, Carolina, pour moi, elle a un peu gagné dans cet épisode, quand même. Et en numéro 1, qui est ton winner ? Alors, elle n'est pas dans l'épisode, mais c'est la plus grande gagnante de ce qui vient de se passer. C'est Marcia, qui vient de perdre son mari, avec qui elle était toujours mariée, n'oublions pas. Donc, elle va hériter une partie de sa fortune au moins. Elle a aussi des parts dans la compagnie, normalement, à moins que j'ai loupé un développement, mais je pense que oui. Donc, Marcia, à mon avis, va faire un gros comeback dans les épisodes qui viennent et elle va se retrouver dans une situation de puissance. Et tout le monde l'a oublié, mais il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et toi, c'est qui ta numéro 1 ? Ou ton numéro 1 ? Moi, mon numéro 1, c'est l'amour. C'est l'amour de Connor et Willa. C'est vrai. Honnêtement, au premier visionnage, le plan qui m'a le plus ému, c'est le plan où ils se marient. Je suis émue rien qu'en reparlant. En fait, c'est ridicule parce que, on adore se moquer de Connor. Bon, Willa, c'est ma queen. Je pense que c'est vraiment un de mes personnages préférés de toute la série. Et je pense que c'est une des relations, si ce n'est la relation la plus honnête de toute la série. Oui, bah oui. Là, encore plus, puisque Connor lui dit « Est-ce que t'es avec moi que pour mon argent ? Je suis vraiment un vieux schnock, alors que toi, t'es magnifique. Je t'ai complètement privé de la vie réelle, tout ça. » Elle lui dit « C'est vrai qu'il y a quelque chose quand même concernant la sécurité et les finances. C'est un critère important dans notre relation. » Et après, elle lui dit « Mais je compte pas partir, en tout cas pas aujourd'hui. » Et ils rigolent tous les deux. Et donc, ils hésitent à annuler ou pas le mariage. Ils se disent tous les deux que la meilleure solution, ce serait d'annuler, puisque Logan Roy vient de mourir. Et on découvre à la fin, juste dans ce plan silencieux, que non, ils ont décidé de se marier alors qu'il reste que 3 ou 4 invités, que tout le monde est parti. Le ciel est très, très sombre. On voit la skyline new-yorkaise avec
avec un ciel très orageux. C'est un plan magnifique, c'est un des plus beaux, je trouve, de l'épisode. Et le fait que, justement, Connor, qui est très attaché aux apparences, ait finalement choisi de se marier alors qu'il n'y a plus personne et qui s'en fout, il n'est pas en train de faire ça pour la presse qui s'est sans doute barrée. Je trouve ça extrêmement romantique, en fait, et très beau. Et je leur souhaite tout le meilleur. D'ailleurs, ça m'a fait marrer sur le mariage parce qu'il y a un moment, en fait, au tout début de l'épisode où il y a quelqu'un qui annonce les passes rouges sont en premier et les passes rouges. Donc, déjà, c'est un mariage où tu as des passes pour savoir qui va en premier ou en deuxième, quoi. Et les passes rouges, c'est la famille et les amis. Et t'es là, c'est qui les autres, en fait? Ouais, et c'est clair. les journalistes. Ouais, non, c'est ça. Moi, ça m'a triggered parce que je me suis dit, putain, ils sont en train de faire comme à Cannes. Il y a des badges de couleurs qui ont des priorités et franchement, je peux pas, quoi. J'ai jamais été aussi impatiente de voir où la série va aller parce que c'est un vrai changement de paradigme. D'ailleurs, si tu devais prédire ce qui va se passer ensuite, tu dirais quoi? Déjà, les funérailles, le retour de Marcia. Je pense aussi qu'il va y avoir le retour de la maman des trois. Shiv espérait quand même que c'était sa mère qui était morte. C'est clair. Alors, je triche un peu, j'ai vu la bande-annonce pour le reste de la saison. Ceci dit, en fait, je pense qu'il se joue un petit peu de nous dans la bande-annonce parce qu'il la joue vachement en mode ça va être les enfants contre la vieille garde rapprochée. Moi, je pense que les enfants vont très vite se déchirer. Oui, je pense aussi. Déjà, on voit un rapprochement entre Shiv et Tom à la fin de l'épisode, c'est ça. alors qu'ils étaient dans deux camps opposés. Non, puis symboliquement, en fait, la fin de l'épisode, quand même, t'as Shiv donc, qui part avec Tom, qui trouve du réconfort auprès de lui et qui part dans une voiture, alors que Roman, lui, décide d'aller dans l'avion voir la dépouille de son père. Et quand il demande à Ken s'il veut venir, Ken, lui, décide de rester sur le tarmac. Donc, physiquement, alors qu'ils ont été ensemble pendant tout l'épisode et qu'ils étaient même, dès l'annonce de la mort de leur père, ils sont pratiquement dans toutes les scènes connectés, même physiquement, où il y a beaucoup de moments où ils se prennent la main, où ils se touchent l'épaule. Oui, il y a le plan du câlin qui est celui qui a été gardé un peu par tout le monde. Voilà, et le plan du câlin qui a été improvisé apparemment pendant le tournage. Décidément, ils sont très bons pour les scènes de connexion physique improvisées. C'est ça. Alors qu'il y a eu tout ça dans l'épisode, là, t'as vraiment la fin, c'est quand même marqué par la dépouille de Logan qui descend de l'avion et les 3 enfants qui sont séparés. Donc pour moi, ça annonce quelque chose pour le reste de la saison. Je suis d'accord, je doute vraiment que les 3 enfants ou les 4 enfants restent solidaires. Mais j'avoue que là, je me demande surtout comment ils vont finir, en fait. Si on est sur une logique à la Game of Thrones, tu vois, qui va finir sur le trône? Les paris sont ouverts. Je pense que ça va être le frère de Logan. Lui aussi, j'ai hâte qu'il revienne. C'est clair. Ah ouais, non, mais ça va être génial. De toute façon, l'épisode d'enterrement, ça va être génial. Si, je pense que la seule prédiction que je peux faire, c'est que Matsson va remplacer Logan dans le sens où ça va être le personnage autour duquel tous les autres vont essayer de graviter et que tous les autres vont essayer de séduire, puisque c'est lui maintenant qui est censé être propriétaire de Waystar Royco. Clairement, Logan n'est plus là, mais il y a quand même un très très gros poisson. C'est ça la plus belle victoire, en fait. C'est qu'on va voir Alexander Skarsgård dans pratiquement tous les épisodes. Exactement. La meilleure réplique, c'est quoi? J'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est « Get the best airplane medicine expert in the world ». C'est Ken qui dit ça à son assistante. Sa pauvre assistante qui reçoit un coup de fil et il lui demande de trouver le meilleur expert de la médecine en avion de toute la planète. Et il lui demande aussi de trouver d'autres experts qui soient les meilleurs de toute la planète sous 2 minutes, s'il te plaît. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment... ça m'a fait beaucoup rire. Et toi, c'est quoi? C'est Ken dans ce même coup de fil, mais au tout début. Donc, il appelle Jess et il lui dit « Jess, mon père est en train de mourir, je vais juste lister les faits, ok ?» Oui, c'est vrai. I'm just gonna do facts. Mais moi, ça m'a ému, ça. Pour moi, c'est certaines des meilleures répliques de l'épisode peuvent fonctionner sur les 2 tableaux. C'est à la fois des blagues et des moments qui sont extrêmement tristes. Ouais. Parce que le moment où Connor apprend la mort de leur père et dit « Oh putain, il m'a jamais aimé », j'ai trouvé ça à la fois hilarant et déchirant. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est vraiment les 2 meilleures répliques pour cette raison, parce qu'elles sont très versatiles. Ouais, mais c'est pareil avec le meilleur médecin d'avion, parce que c'est vraiment un truc de désespoir total de trouver une solution et de trouver un expert qui n'existe absolument pas. C'est clair. Il y en a une aussi que tu as citée dans le lancement, c'est le journalisme. Prendre des citations et botter des culs. Ça, c'est Greg qui dit ça à sa target, qui est une journaliste. Au tout début, il y a Roman qui dit « Let's just enjoy the sham marriage and the death of romance » en parlant du mariage de Connor. Donc, And Sandy's the angriest fucking vegetable. Ton insulte préférée de l'épisode?
Il y en a pas mal. Je pense que Chuckles the Clown, c'est quand même pas mal clair, sur Kerry. Mais ma préférée... Qui était un personnage de Toy Story. Hein. Ah bon, j'ai jamais vu Toy Story. Donc. Ma préférée, c'est peut-être Roman à Tom qui lui dit « Back off, you inflatable dicky dick ». Donc fous-moi la paix. Espèce de bibite gonflable. Ah, t'as mis bibite gonflable? Moi, j'ai mis couillu la couille gonflable. Je savais pas comment... T'es parti loin. Voilà. Bibite, on sent une prise de liberté dans la traduction. Exactement. C'est mes cours pour la prépa de la Greg. Il fallait interpréter parfois. Moi, c'est Tom qui dit à Greg au téléphone que Logan le trouve visually aggravating. Oui, c'est vrai, je l'avais noté, c'est génial. Comment on traduit aggravating? Alors moi, ce que j'ai mis, visuellement exaspérant. Ouais. C'est exceptionnel. Ouais. Tu voulais qu'on mette un moment le plus dark? Je voulais quand même parler du Looney Cake de Connor, parce que c'est un grand, grand moment. Je pense que si ça avait été un épisode normal de Succession, ça aurait été un des plus grands moments de l'épisode. C'est clair. Connor pète un câble quand il voit son gâteau de mariage. Et c'est son sujet de conversation numéro 1 jusqu'à ce qu'il apprenne la mort de son père, quand même. Et Willa se demande pourquoi, et elle demande à ses frères, à Ken et à Roman, elle leur dit, il parle du Looney Cake, donc le cake de la folie, quoi. Ouais. Et elle leur demande pourquoi. Et là, Ken dit « Ah oui, mais c'est parce que en fait, quand sa mère a été emmenée à la Funny Farm, comme dirait Roman, donc à la ferme des fous, enfin à la ferme rigolote, mais c'est à l'hôpital psychiatrique, en fait, Logan a donné un gâteau pour se nourrir à Connor, pour le réconforter, et il n'a mangé que ça pendant 1 semaine, donc ça l'a traumatisé. Et c'est un bon rappel aussi de toute l'horreur que pouvait représenter Logan en début d'épisode, avant d'apprendre sa mort. C'est clair. My boy. You're my #1 boy. C'est qui ton MVP, ton #1 boy? Bon, allez, c'est Tom, quand même, le pauvre. Il doit annoncer la mort de Logan à 3 personnes, dont son ex-femme. C'est pas facile, quoi. Matthew Macfadyen est génial dans cet épisode. Vraiment, il est très, très bon, toujours en comédie. Mais quand il se met à pleurer aussi en disant « I'm not okay », il m'a vraiment beaucoup ému. La tendresse qu'il a envers Shiv quand il est au téléphone avec elle. Oui, qui lui dit « honey ». Ouais, ça m'a vraiment bouleversée. Ça, c'est vraiment les moments qui m'ont beaucoup atteint. À la base, dans la façon dont ils avaient pensé cette scène, Tom devait être présent seulement à travers sa voix. Et ils ont finalement décidé d'inclure beaucoup plus de plans de lui parce que Matthew Macfadyen était tellement bon qu'ils ont gardé beaucoup plus de plans que prévu. Et d'ailleurs, en fait, c'est pas un truc enregistré. Il était vraiment au téléphone pendant toutes les heures de tournage pour parler à toute l'équipe pendant la scène du coup de fil. Et apparemment, il était à Londres et il était 2h du mat et il parlait et il jouait la scène au téléphone, quoi. C'est qui ton MVP? Moi, c'est Carolina. Ah bah oui. J'aime les femmes organisées. Et elle est très précise. Organisée. Voilà, elle est organisée, précise. En même temps, elle dit « Je suis respectueuse. Je pense que je suis très respectueuse. Donc maintenant, il faut juste penser quand même aux choses. » Et c'est vrai que le cadavre de Logan est à 2 mètres et il faut commencer à réfléchir un petit peu à ce qu'il faut mettre en route. Donc bravo Carolina. Je l'adore. C'était PIC TV spécial Succession. Merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous les Piquistes de nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer l'épisode 4. N'hésitez pas à suivre cette dernière saison de Succession avec nous en nous envoyant toutes vos observations, vos questions et vos propres Power Rankings sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. Si vous n'en avez pas marre de nos voix, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Amis, diffusé tous les vendredis, dans lequel on se fait redécouvrir des œuvres cultes du cinéma romantique et du cinéma d'horreur. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. À très vite. PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.